Bonjour à tous, puisque la situation de fermeture du collège se prolonge visiblement au-delà de 15 jours, je vous propose de revenir à ce que nous étions en train de faire la dernière fois que nous avons eu cours ensemble, de manière à progresser et avancer la leçon pour ne pas prendre trop de retard sur les semaines qui s'écoulent. Lorsque nous étions encore ensemble, nous avions abordé la séquence 6. Alors, pour certaines classes, on était au milieu, pour les autres, pratiquement même à la fin. Je vous propose malgré tout de reprendre dès le début. Ça vous fera un petit rappel, on réexpliquera certaines petites choses. Et bien entendu, je vous demande d'avoir avec vous votre cahier, tout le matériel nécessaire, stylo rouge, stylo de couleur, stylo bleu, règles, crayon de papier, tout ce qu'il vous faudra pour d'éventuels schémas, et noter la leçon, puisque je vais vous demander, comme en classe, de la compléter au fur et à mesure. Bien entendu, vous êtes libre de mettre la vidéo sur pause quand vous le souhaitez, pour prendre le temps de recopier les choses, pour prendre le temps de réfléchir à une question que je vous pose. Alors c'est important, je vous poserai dans cette vidéo de temps en temps des questions. Jouez le jeu, essayez d'y réfléchir, essayez d'y répondre pour vous. Bien sûr, je n'entendrai pas votre réponse, mais ce n'est pas grave, essayez d'y répondre. Mettez la vidéo en pause, prenez un petit temps de réflexion, et puis remettez la vidéo en route ensuite pour voir quelle est la réponse et essayer de comparer à ce que vous pensiez. C'est vraiment important, même si on n'est pas ensemble, d'exprimer, même pour vous-même, ce que vous pensez. Pour les documents d'illustration que vous pourriez être amené à coller dans la leçon, tout le monde n'étant pas équipé d'une imprimante, je ne vais pas vous distribuer des fichiers numériques à imprimer, à coller. Je vous donnerai l'ensemble des feuilles à coller une fois que nous retrouvons en classe pour compléter et finaliser la leçon. L'essentiel étant que vous l'ayez comprise et assimilée. Vous avez de toute façon la vidéo sous les yeux avec les illustrations nécessaires et ce n'est que pour la trace écrite de votre leçon que nous compléterons ensemble en classe. Alors, cette séquence que nous avons commencer, elle s'appuie sur ce qu'on a déjà vu en sixième, rappelé très rapidement dans le début de cinquième, et elle se pose la question de savoir pourquoi les planètes sont en orbite autour du système solaire. Et bien sûr, ça commence par une première question dont la réponse se trouve en réalité dans le titre de la séquence. Quelle est la trajectoire des planètes autour du Soleil? Donc, vous l'avez sous les yeux, on en a déjà parlé, je ne vais pas m'arrêter longtemps là-dessus. Nous savons tous aujourd'hui que l'ensemble des planètes du système solaire tourne de manière quasi circulaire, donc sur une trajectoire qui forme un cercle autour du Soleil. Alors plus ou moins circulaire en fonction des planètes, certaines ont une trajectoire un peu plus ovale, mais par simplification, nous allons nous considérer qu'elles ont toutes une trajectoire circulaire. Donc c'est la première chose à retenir et à compléter dans la leçon si cela devait vous manquer. À ce stade, normalement, cela ne manque à personne, toutes les classes ont déjà noté ça. Quelle est la trajectoire des planètes autour du Soleil? Les planètes ont des trajectoires circulaire autour du Soleil. Je vous rappelle en passant 3 mots de vocabulaire, je dirais même 6, que nous avons vu déjà en sixième. Lorsque l'on parle de trajectoire, il y a 3 trajectoires possibles. Si la trajectoire est un cercle, on parlera de trajectoire circulaire. Si la trajectoire est une ligne droite, on parlera de trajectoire rectiligne. Et si la trajectoire est une courbe, on parlera de trajectoire curviligne. Enfin, nous avons vu en classe de 6e qu'on pouvait aussi parler de la vitesse. Si la vitesse est constante, on parlera de mouvement uniforme. Si elle augmente, on parlera de mouvement accéléré. Et si elle diminue, on parlera de mouvement ralenti. Donc quand on veut décrire un mouvement, on pourra généralement donner 2 mots. Un qui donne la trajectoire, circulaire, rectiligne ou curviligne, et un qui parle de la vitesse, uniforme, accéléré ou ralenti. Après avoir vérifié que votre cours est complet sur cette première partie, nous allons avancer ensemble. Alors je vous ai posé une question, je vous l'ai posée à tous en classe. Je vais vous rappeler l'exemple que je vous ai donné, ça vous reviendra très vite. Je vous avais demandé que faut-il pour qu'un objet ait une trajectoire circulaire. Alors déjà pour qu'il ait une trajectoire, évidemment il faut qu'il ait une certaine vitesse, il faut qu'il se déplace, sinon il ne risque pas d'avoir de trajectoire. Mais il lui faut quelque chose de plus. Je vous remontre une vidéo que je vous ai montrée, je vous rappellerai l'expérience qu'il y a derrière. Alors on va aller très vite, hein. Je vous montre la vidéo, j'en suis désolé, n'est pas de très bonne qualité. Un athlète qui lance un marteau. Ce qui est intéressant à voir, c'est la position de l'athlète. Regardez ce qui est obligé de faire l'athlète pour donner une trajectoire quasi circulaire à son marteau, au poids qui lui est relativement lourd, hein. Donc regardez bien ce qui est en train de faire sa tête, regardez ce qui est en train de faire son corps. Vous voyez, il est obligé de se pencher, de se pencher, de se pencher en arrière. Alors pourquoi il doit se pencher en arrière de la sorte? Et ça, jusqu'au moment où il va lâcher finalement le marteau et où sa position va se redresser. Pourquoi est-il obligé comme ça de se pencher
en arrière. Eh bien, s'il doit se pencher ainsi en arrière, c'est bien entendu parce qu'il doit retenir cette masse qui tire fort sur lui, et lui doit la retenir. Donc pour que l'objet ait une trajectoire circulaire, il faut exercer dessus une force. S'il n'y a pas une force qui le retient vers le centre de la trajectoire, parce que c'est bien de ça dont on parle, il n'y aura pas de trajectoire circulaire. Rappelez-vous, je vous avais montré ça avec une boule de polystyrène que je tournais autour de moi avec une ficelle et que je lâchais au dernier moment. Et on voyait que dès lors que j'arrêtais d'appliquer cette force qui retenait la balle partait en ligne droite en direction de l'heureux élu qui allait recevoir la boule en polystyrène pas loin de lui. Deuxième point donc à noter et à retenir, avec le titre bien entendu. Normalement à ce stade-là, encore personne ne devrait avoir à noter cela. Eh bien, que faut-il pour qu'un objet ait une trajectoire circulaire? C'est le titre à noter. Si le vôtre n'est pas souligné, profitez-en pour le faire. Pour qu'un objet ait une trajectoire circulaire, il doit être attiré vers le centre de la trajectoire. Ici, cette force est exercée par le câble qui maintient la boule à l'athlète. Alors justement, j'aimerais savoir si on voulait essayer de comparer un petit peu les deux situations, c'est-à-dire le lanceur et le marteau, comparés à la Terre et au Soleil. J'aimerais savoir qui jouerait le rôle de qui. Là encore, nous l'avons fait collectivement en classe. On va le rappeler. Si toutefois l'un ou l'autre ne l'avait pas fait, je vous laisse compléter ce qui vous manquerait. Alors, si on compare les deux situations, si on voulait comparer le Soleil et la Terre au lanceur et au marteau. Donc bien entendu, si vous n'avez pas cette feuille ou si vous n'avez pas complété en classe, je vous laisserai recopier et les questions et les réponses. Alors, qui jouerait le rôle de la Terre? Si la réponse vous vient immédiatement, tant mieux. Sinon, je vous demande de mettre la vidéo en pause, le temps de réfléchir pour pouvoir répondre à cette question. Faites pause. Donc, qui jouerait le rôle de la Terre? Bien sûr, dans la situation où on regarde l'image de gauche, l'athlète et le marteau. Eh bien, celui qui jouerait le rôle de la Terre, c'est bien sûr le marteau, la boule rouge, qui tourne autour de l'athlète. Il se comporterait comme la Terre autour du Soleil. Voilà. En répondant à cette question, on a quasiment répondu à la deuxième. Du coup, qui jouerait le rôle du Soleil? Bien entendu, si le marteau joue le rôle de la Terre, l'athlète qui les retient, lui, joue le rôle du Soleil. Qui jouerait maintenant le rôle du câble qui relie le lanceur à la boule? On voit sur la photo de gauche, la boule est reliée au lanceur grâce à un câble, c'est ce qui permet à l'athlète de retenir la boule. Et dans le cadre du Soleil et de la Terre, qui va jouer ce rôle de câble? Alors là encore, je vous demande de jouer le jeu. Si vous avez une petite idée, laissez filer la vidéo et on va avoir la réponse très vite. Pour les autres, prenez l'habitude de faire une toute petite pause. Vous la relancez dès que vous êtes prêt. Eh bien, vous voyez bien qu'il n'y a pas de câble, évidemment, entre le Soleil et la Terre. Ce qui va jouer le rôle de câble, c'est cette fameuse interaction gravitationnelle. En fait, l'interaction gravitationnelle, c'est la force qui existe entre deux objets qui ont une masse, on va y revenir très vite, et le Soleil retient la Terre sans contact, à distance, grâce à ce qu'on appelle l'interaction gravitationnelle, de la même façon que l'athlète est obligé de retenir la boule, par contact évidemment, puisque lui a un câble. Enfin, dernière question, là encore on y a répondu quasiment indirectement. Quelle est la différence entre l'action du câble sur la boule et celle du Soleil sur la Terre? Eh bien, j'ai répondu en répondant à la question précédente. Il faut bien sûr avec le câble un contact, il faut que l'athlète touche le câble qui lui-même touche la boule, donc il y a un contact indirect, alors que l'interaction entre le Soleil et la Terre se fait totalement à distance. Donc, si toutefois il devait manquer des réponses aux uns ou aux autres d'entre vous, je vous laisse compléter, recopier les questions, recopier les réponses. C'est votre travail de la semaine, en plus bien sûr de regarder cette vidéo en entier et d'apprendre tout ce que vous avez à apprendre là-dedans. Voilà, vous avez sous les yeux l'ensemble des réponses que nous avons formulées ensemble. Je vous propose bien sûr, si vous devez recopier, de faire une pause, le temps de recopier ce que vous avez à recopier ou de compléter ce que vous avez à compléter. Dès que vous êtes prêt, remettez la vidéo en route pour que nous continuions ensemble. Alors,
Cette question-là, on y a aussi répondu avec la majorité d'entre vous, mais je ne sais pas si vous allez vous souvenir de la réponse. J'aimerais savoir qui attire qui, et vous verrez, je vous reposerai cette même question dans quelques minutes avec une réponse qui pourra vous paraître peut-être moins évidente. On verra. J'aimerais savoir si c'est l'athlète qui retient la boule ou si c'est la boule finalement qui retient l'athlète. Eh bien, là encore, faites une petite pause si besoin, le temps de réfléchir à la question, mais qui tire sur qui? Si vous vous souvenez de la vidéo tout à l'heure, alors on va faire simple. D'abord, si la boule tourne en rond, je pense qu'on peut être tous d'accord que l'athlète retient la boule. Donc l'athlète attire la boule. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. À l'instant où il la lâche, elle va partir en arrière. Mais si je reviens un tout petit peu à la vidéo que nous avons vue tout à l'heure ensemble, alors je vais revenir en arrière. Et je vous remontre cette fameuse vidéo parce qu'elle va permettre de bien comprendre ce que je souhaite vous expliquer. Donc là, l'athlète, c'est évident, retient la boule puisqu'il la met en rotation. Seulement, quand on regarde le mouvement au ralenti, et je vous ai rendu attentif à ça tout à l'heure, regardez le corps de l'athlète. Le corps de l'athlète, pour maintenir cette boule, l'athlète est obligé d'abord, dans un premier temps, de mettre la tête en arrière pour équilibrer les choses. Et puis, très rapidement, c'est son corps entier qui va suivre la tête et qui bascule en arrière. Il est obligé de compenser finalement l'action de la boule sur lui-même. Et là, on voit clairement les choses. Si l'athlète tire sur la boule tire aussi sur l'athlète, sinon il ne serait pas obligé de se pencher comme ça. D'ailleurs, regardez, physiquement, c'est très très bien fait. Regardez l'alignement parfait entre la boule, le câble, les bras de l'athlète et la tête de l'athlète. Tout est fait pour compenser cette force. Sa position est ici très très bonne. Donc, finalement, je reviens à la question que je vous ai posée. Qui attire qui? Eh bien, les deux s'attirent. Autant l'athlète tient la boule, puisque sinon elle partirait, autant la boule tire aussi sur l'athlète, puisque vous pouvez vous imaginer vous-même à la place de l'athlète, hein, si vous étiez en train de tourner, vous sentirez bien que la boule tirait sur vous. Pour comprendre ça assez facilement, je vous propose d'attraper un objet un tout petit peu lourd, même un livre, hein, ce que vous avez sous la main, mais quelque chose que vous sentez un peu dans votre main, et mettez-le à bras tendu, tendez votre bras, posez l'objet sur votre main, et je pourrais vous poser la même question. Actuellement, qui exerce une force sur qui? Si vous avez un objet dans votre main, est-ce que c'est cet objet qui appuie sur votre main ou est-ce que c'est votre main qui appuie sur l'objet? Alors tendez le bras droit devant vous, posez un objet dessus, assez lourd hein, pour le sentir, alors pas trop lourd non plus, il faut quand même que vous teniez un tout petit peu. Et bien la réponse c'est la même, c'est les deux. Vous appuyez bien sûr sur l'objet, puisque vous le retenez. Si vous enlevez votre main soudainement, l'objet va tomber. Donc c'est que votre main le retient. Donc vous exercez forcément une force sur l'objet. Mais dans le même temps, vous sentez bien que l'objet appuie sur votre main. Donc l'objet appuie aussi sur votre main. C'est ce qu'on appelle des actions réciproques. L'un appuie sur l'autre, l'autre appuie sur l'un. C'est pareil pour la boule. La boule attire l'athlète et l'athlète retient la boule. Finalement, les deux s'attirent. Alors je vous pose la même question maintenant entre le Soleil et la Terre. Voilà, la Terre tourne autour du Soleil. Qui attire qui? Est-ce que c'est la Terre qui attire le Soleil ou le Soleil qui attire la Terre? Eh bien, la réponse, c'est exactement la même que pour l'athlète et son marteau. Les deux s'attirent. Le Soleil attire la Terre et la Terre attire le Soleil et les deux s'attirent autant l'un l'autre. Alors, je vais répondre à une question que probablement l'un de vous me poserait. Dans ce cas-là, si les deux s'attirent, pourquoi la Terre ne vient pas s'écraser sur le Soleil? Alors, tout simplement, oui, les deux s'attirent, et la Terre, en quelque sorte, tombe en permanence vers le Soleil, mais comme elle se décale en permanence, elle n'arrive jamais dessus. Alors, pour bien comprendre pourquoi la Lune ne vient pas s'écraser sur la Terre alors que les deux s'attirent, je vous propose de regarder cette animation. Je vous mettrai d'ailleurs le lien avec le travail à faire, comme ça vous pourrez jouer un petit peu avec si vous le souhaitez. Et on va simplement observer le système Terre-Lune, on ne s'occupe pas du Soleil. Alors la flèche rouge correspond à la vitesse, hein, on peut ne pas l'afficher en cochant ici, mais elle est importante, vous allez voir, parce qu'elle est importante pour nous pour comprendre un certain nombre de choses. Alors, la Terre, comme ça, la Lune, pardon, semble tourner naturellement autour de la Terre.
je vais mettre l'animation en pause et je vais réduire drastiquement quelque chose de quasi nul. Alors je peux pas mettre 0,0, mais je vais quasiment annuler la vitesse de la Lune. Et on va observer ce qui se passe si la Lune n'avait que très peu ou pas de vitesse. Donc c'est la même chose, hein, elle est à la même distance, je ne vais pas bouger, j'ai juste mis une pause, j'ai arrêté la Lune, je lui demande de ne plus avoir de vitesse. Et bien vous voyez que spontanément la Lune vient très rapidement s'écraser sur la Lune, sur la Terre, pardon. C'est normal puisque les deux s'attirent, la Lune et la Terre s'attirent. La Lune, un peu plus légère que la Terre, se mettra, enfin même pas mal plus légère que la Terre, se mettra en mouvement plus facilement, plus rapidement, et donc c'est elle qui irait s'écraser sur la Terre. Alors je vais relancer l'animation avec ses caractéristiques de base et je vais essayer de vous faire comprendre ce qui se passe et pourquoi finalement la Lune ne vient pas en réalité s'écraser sur la Terre. Alors la Lune chute en permanence, elle tombe en permanence sur la Terre. Simplement ce qu'il faut comprendre c'est que en même temps qu'elle tombe, c'est-à-dire qu'elle se déplace vers le bas, elle avance. Donc elle se déplace vers le bas mais en même temps elle avance, ce qui fait que vous voyez elle se décale par rapport à la Terre en finalement gardant une vitesse, alors juste enlever la vitesse pour pas vous, la flèche de la vitesse pour pas vous induire en erreur, mais finalement comme elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe toujours, mais qu'elle se décale toujours un petit peu vers la gauche, et bien finalement elle reste à une distance constante de la Terre. En réalité, alors évidemment là elle n'est pas en train de remonter, hein, il n'y a pas de haut et de bas, on est en train de tourner autour de la Terre, mais elle est en permanence attirée par la Terre, donc elle va en permanence vers la Terre, mais en même temps elle se décale vers la droite, ce qui la fait rester à vitesse constante. Imaginez, pour bien comprendre, imaginez qu'on est là-haut, posé sur la Terre, imaginez qu'on est un géant, un ogre, qui ait la capacité comme ça de lancer la Lune dans une certaine direction. Donc là, pour le coup, je vais réafficher la vitesse. Donc un ogre serait posé sur la Terre et va lancer la Lune euh, avec une certaine vitesse. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais simplement la lancer d'abord avec une petite vitesse. Alors pas non plus zéro, vous avez bien vu que quand c'est zéro, quand il n'y a pas de vitesse, elle descend tout droit sur la Terre. Je donne une petite vitesse, je ne change pas la direction, mais je la lance pas fort. Je suis le géant et je lance la Lune. Et bien regardez ce qui va se passer, malgré tout, la Lune très rapidement va dévier de sa trajectoire pour aller s'écraser sur la Terre. Alors pas au pôle Nord, ou alors je ne sais pas si c'est exactement le pôle Nord d'ailleurs, on n'a pas d'indication géographique ici, mais elle ne va pas se mettre tout de suite au sommet, elle se décale légèrement sur le côté, mais elle n'a pas le temps de se décaler suffisamment pour faire le tour. Alors, ok, reprenons la même chose en réduisant la vitesse un petit peu moins. C'est-à-dire que je vais mettre entre les deux, je vais lancer un peu plus fort et regardons ce qui se passe. Et bien, vous voyez que la Lune, cette fois-ci, a l'occasion de commencer à tourner, d'aller un peu plus loin pour impacter la Terre à cet endroit-là. Je continue encore, alors cette fois-ci je me dis bon il va falloir que je la lance vraiment très très fort. Donc on recommence, cette fois-ci je vais mettre une grande vitesse à la Lune pour être sûr qu'elle ait le temps de s'enrouler. Ben, regardez ce qui va se passer, si je lance trop fort, elle va quitter l'interaction gravitationnelle de la Terre. Et donc finalement il faut lancer la Lune avec juste la bonne vitesse pour qu'elle entame sa chute et que finalement sa chute ait exactement le même arrondi que la Terre, que finalement ça fasse un cercle. Mais la Lune, à ce stade, est en train de chuter en permanence, mais tout en avançant. Donc, elle reste à une distance constante de la Terre. Retenez bien cette animation, parce que je vous en reparlerai dans quelques minutes, quand on reparlera des astronautes qui gravitent autour de la Terre et qui flottent dans l'espace. Donc, finalement, on l'aura compris, nos deux astres s'attirent, et ils s'attirent avec la même intensité. À retenir donc et à noter dans la leçon, qu'est-ce que l'interaction gravitationnelle? L'interaction gravitationnelle, c'est le fait que deux objets qui ont une masse s'attirent mutuellement. Mutuellement, ça veut dire que l'un attire l'autre et l'autre attire le premier. C'est ce qu'on appelle l'interaction gravitationnelle. Elle s'exerce à distance, c'est-à-dire sans contact. Dans le cas Terre-Soleil, le Soleil attire la Terre et la Terre attire le Soleil. C'est ce qu'on appelle une action réciproque. Je vous laisse donc noter dans votre leçon l'intégralité du tableau qui est devant vous, son titre, que vous allez souligner bien sûr, la phrase en rouge, le dessin et la petite phrase en rouge sous le dessin. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et vous continuerez la vidéo dès que vous aurez terminé de recopier ce tableau.
Je vous ai dit tout à l'heure que je vous poserai une petite question dont la réponse peut-être vous surprendra. Euh, on va continuer sur le qui attire qui et on oublie pour l'instant la Terre, le Soleil, la Lune, tous les astres qu'on a vus jusque-là et prenons un cas beaucoup plus simple du quotidien, un stylo. Si là c'est un stylo, s'il tombe par terre, on est tous d'accord, le stylo va partir vers le bas. Ma question est, si on a bien compris le principe physique, si l'objet tombe, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle une interaction gravitationnelle entre le stylo et la Terre. Le stylo a une masse, la Terre a une masse aussi, donc il y a une interaction gravitationnelle entre les deux. Ma question est la même que tout à l'heure, qui attire qui? Est-ce que c'est la Terre qui attire le stylo, ou est-ce que, à l'inverse, c'est le stylo qui attire la Terre? Comment ça fonctionne dans ce cas-là? Ou est-ce que c'est les deux? La Terre attire le stylo et le stylo attire la Terre. Si vous avez bien mémorisé ce que vous venez d'écrire, la réponse coule de source, les deux s'attirent. La Terre attire le stylo, mais bien sûr, le stylo attire la Terre, c'est donc cette troisième image qui est juste. Alors je vous pose une question supplémentaire, dans ce cas-là d'accord, mais qui attire le plus qui? Est-ce que la Terre attire le stylo plus fort, ou est-ce que c'est le stylo qui attire la Terre plus fort, ou est-ce que l'interaction gravitationnelle est la même dans les deux cas? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, intuitivement, puisque c'est le stylo qui tombe, en fait l'interaction est la même dans les deux cas. C'est-à-dire que la Terre attire le stylo, mais aussi surprenant que ça puisse paraître, eh bien le stylo attire la Terre avec exactement la même intensité que la Terre attire le stylo. Donc ça veut dire que le stylo attire aussi fort la Terre que la Terre attire le stylo. Alors vous me direz d'accord, mais pourquoi le stylo tombe dans ce cas-là? Pourquoi c'est pas la Terre qui monte? Alors déjà, heureusement pour nous, hein, imaginez qu'à chacun qui laisse tomber un stylo, c'est la Terre qui bouge, on serait en tremblement de terre permanent, mais de façon beaucoup plus simple. Alors oui, l'interaction est la même, ils s'attirent autant l'un l'autre, mais simplement, le stylo étant beaucoup plus léger que la Terre, c'est beaucoup plus facile de mettre le stylo en mouvement, c'est donc lui qui va se mettre en mouvement et pas la Terre, c'est l'objet le plus léger qui va se mettre en mouvement le plus facilement, c'est logique, c'est la raison pour laquelle c'est le stylo qui tombe et ce n'est pas la Terre qui remonte. Alors je continue à vous poser quelques questions avec tout ça, et là les réponses devraient paraître de plus en plus limpides et de plus en plus simples. Pourquoi est-on nous attirés par le sol? Pourquoi est-ce qu'on reste sur Terre? La réponse reste toujours la même, c'est à cause de l'interaction gravitationnelle. Alors attention, ce n'est pas comme je l'entends souvent en classe, peut-être que certains l'ont pensé, à cause de la pression atmosphérique. C'est pas parce qu'il y a une pression atmosphérique sur nous qu'on reste sur la Terre. Il n'y aurait pas d'atmosphère. Alors certes, on ne vivrait pas, mais s'il n'y avait pas d'atmosphère, on serait attiré de la même façon par la Terre. Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par le sol? C'est simplement l'interaction gravitationnelle qui existe cette fois-ci entre la Terre et nous, vous l'avez compris, dès lors que deux objets ont une masse, il y a cette interaction gravitationnelle, même à l'extrême, dans votre assiette. Lorsque vous mangez, vous penserez à moi la prochaine fois que vous mangerez des petits pois, imaginez deux petits pois dans une assiette. Est-ce qu'il existe une interaction gravitationnelle entre ces deux petits pois? Ouais, bien sûr, il y a une interaction gravitationnelle entre ces deux petits pois. Simplement, alors évidemment, vous ne verrez jamais deux petits pois se rapprocher dans l'assiette. C'est normal, l'interaction est tellement faible sur des masses d'ordre de grandeur que celles qu'on manipule nous au quotidien, d'objets humains, même des objets qui pourraient vous paraître lourds, plusieurs tonnes. L'interaction est trop faible pour être mesurée. Il faut des objets extrêmement lourds, au moins qu'un des deux soit extrêmement lourd, c'est le cas d'une planète ou d'un gros satellite, pour pouvoir attirer un autre objet. Mais oui, même entre deux objets très légers, c'est pas mesurable, mais il y a une interaction gravitationnelle qui existe. Dernière question qui m'est souvent posée, alors j'anticipe un petit peu sur votre question, pourquoi lorsqu'on habite au pôle sud, par exemple, on n'a pas l'impression d'avoir la tête en bas. On a tous l'impression, alors nous on habite dans l'hémisphère nord, on a l'impression que ce soit logique que nous on ait la tête à l'endroit, mais on se dit, bah alors ceux qui sont en dessous, logiquement, ils pourraient avoir la tête à l'envers, enfin ils devraient avoir l'impression d'avoir la tête à l'envers. Mais en réalité, là encore, si vous réfléchissez un petit peu, regardez autour de vous et réfléchissez à qu'est-ce qui vous donne à vous l'impression d'avoir la tête à l'endroit. D'abord, même les yeux fermés, vous savez que vous êtes à l'endroit, parce que si vous mettez la tête à l'envers, vous allez sentir très vite, le sang va remonter vers votre tête. Le fait que notre sang soit plutôt attiré vers nos pieds par la gravitation, par l'interaction gravitationnelle, nous donne cette sensation physique d'être à l'endroit. Et bien cette sensation physique,
que vous soyez au pôle Nord ou au pôle Sud, le sang sera toujours attiré vers vos pieds puisqu'il est attiré vers la Terre et que vous avez toujours les pieds sur la Terre. Le deuxième point de repère qu'on a, c'est le ciel. Le ciel est au-dessus de nous, donc tant que le ciel est au-dessus de nous, au-dessus de notre tête, c'est que probablement on a plutôt la tête à l'endroit et le corps à l'endroit. Eh bien, les gens qui habitent au pôle Sud ont strictement la même sensation que vous. Ils ont le ciel au-dessus de la tête. Donc finalement, que ce soit visuellement ou physiquement, on a la même appréhension de l'environnement extérieur. Et donc, il n'y a aucune raison qu'au pôle Sud, on se sente plus la tête en bas qu'au pôle Nord. Le point qui suit est sans doute le plus important de toute la séquence. C'est quelque chose qui va vous servir maintenant et tout au long de votre scolarité au collège et même après. C'est quelque chose qui pourra vous être demandé par exemple encore au brevet des collèges. Comment va-t-on représenter les interactions entre des objets? Eh bien, pour représenter des interactions entre des objets, on va utiliser ce qu'on appelle un diagramme objet-interaction. Alors, vous allez voir, c'est très très simple. J'ai fait figurer ici les trois objets dont on a décidé de parler, la Terre, le Soleil et la Lune. Alors, si on réfléchit à ce système, la Terre attire le Soleil, mais le Soleil attire aussi la Terre, et la Terre attire la Lune, mais la Lune attire aussi la Terre. Eh bien non, on fait une double flèche entre la Terre et la Lune, et une double flèche entre la Terre et le Soleil. Et on peut faire le même raisonnement pour le Soleil. Le Soleil interagit bien sûr avec la Lune, puisque même si loin le Soleil attire la Lune, et la Lune attire le Soleil, et le Soleil attire la Terre, et la Terre attire le Soleil. Donc chaque interaction est représentée par une double flèche. Alors la signification, la double flèche, c'est bien pour dire que c'est une interaction, ça veut dire que un objet attire l'autre et l'autre attire le premier. Et je n'en ai pas encore parlé, vous avez remarqué que les interactions sont dessinées en pointillés. Alors c'est une convention dont on va reparler très vite, puisque je vais vous demander de faire un petit travail dans quelques secondes. Il y a une convention. Lorsque l'interaction se fait à distance, on la représente en pointillés. Lorsqu'elle se fait par contact, c'est-à-dire qu'il est obligé de toucher l'objet, elle va se représenter en trait plein. Je vous laisse maintenant le temps de recopier cela, c'est important. Alors, on ne va pas coller l'image, on va gagner un petit peu de temps ici. Vous me notez le titre, que vous soulignez bien sûr, comme les autres. Vous me notez la phrase en rouge. Et vous me notez l'exemple juste en dessous de l'interaction entre la Terre, le Soleil et la Lune, en faisant les traits en pointillés à la règle. Je vous propose maintenant de mettre cette vidéo sur pause, de prendre les quelques secondes nécessaires à recopier tout ça. Et je vous retrouve tout de suite dès que vous avez terminé pour une petite mise en pratique de tout ça. Dans ce petit exercice, ce que je vais te demander de faire, c'est de dessiner le diagramme interaction-objet pour l'objet étudié que je vais te désigner. Alors, pour la première image, on s'occupera du ballon, le parachutiste dans la deuxième, la boule dans la troisième, et le ballon de nouveau dans la quatrième, ce sera rappelé, ne t'inquiète pas. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est dessiner pour chaque cas de figure le diagramme objet interaction. Alors, pour commencer, tu vas noter le titre, qui est en réalité la consigne, mais qui est le titre. Dessine les diagrammes objet interaction pour les cas suivants. Donc c'est le titre à noter et à reporter dans ton cahier. Tu vas laisser ensuite une demi-page libre en dessous, puisque je te donnerai l'image actuellement à l'écran pour que tu puisses la coller. Donc je répète, tu laisses une demi-page libre sous le titre avant de commencer à réaliser les diagrammes. Alors dans chaque cas, il va falloir représenter les actions de contact, comme on l'a dit tout à l'heure, en trait plein, et les actions à distance en pointillés. Pour que les choses soient bien claires pour toi, je te propose que nous fassions le premier exemple ensemble. L'interaction, le diagramme objet-interaction dans le cas du ballon qui est posé sur la pelouse. Alors, dans ce cas-là, on comprend bien que l'objet étudié est le ballon. Et tu vas comprendre dans quelques secondes pourquoi c'est extrêmement important de dire quel objet on étudie. Une fois qu'on a désigné l'objet étudié, il faut réfléchir à toutes les forces qui s'exercent sur le ballon. Alors, il y en a une qui est très simple parce qu'elle est là toujours. Le ballon, comme tout objet qui est à proximité de la Terre, a un poids, il est attiré par la Terre, c'est le résultat de l'interaction gravitationnelle, donc forcément la Terre va avoir une action d'attraction avec
le ballon. Et puis, le ballon est également, dans ce cas-là, posé sur le sol. Ça veut dire que le sol retient le ballon. Il appuie sur le ballon, sinon le ballon tomberait. Donc si le ballon ne tombe pas vers le bas, ça veut dire qu'à un moment donné, il est retenu par le sol, donc il y a une interaction avec le sol. Alors par convention, entre nous au moins, on définira que lorsqu'on écrit la Terre, c'est la Terre dans son intégralité, c'est l'astre terrestre. C'est donc pour parler de l'interaction gravitationnelle. Quand on parlera de l'action de contact parce qu'un objet est posé dessus, on parlera du sol. Maintenant, c'est facile. Eh bien, la Terre a-t-elle besoin de toucher le ballon pour l'attirer? Alors, bien sûr, à l'heure actuelle, le ballon est posé sur la Terre, mais s'il n'était pas posé dessus, s'il était un petit peu plus haut, est-ce qu'il serait attiré quand même? La réponse, c'est bien sûr oui. Donc l'interaction entre le ballon et la Terre est une interaction à distance. C'est normal, c'est l'interaction gravitationnelle dont on parle depuis le début. Par contre, l'interaction avec le sol ne peut se faire que par contact. Si le ballon ne touche pas le sol ne retient pas le ballon. Le ballon commence à retenir le sol seulement, le sol commence à retenir le ballon uniquement quand le ballon est posé sur le sol. Donc ce sera une interaction de contact. On va donc la représenter en trait plein. Voilà le diagramme objet-interaction du ballon. Alors, j'ai dit en introduction que c'était plutôt important de préciser l'objet étudié. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on pourrait se poser la question, mais alors, est-ce qu'il y a éventuellement interaction? Est-ce que la Terre, dans l'intégralité, attire le sol ou les brins d'herbe? Alors, évidemment, la Terre attire la matière qui est posée sur elle-même, y compris les brins d'herbe, hein, même s'ils sont posés dessus. Mais c'est justement pour éviter toutes ces questions d'interaction éventuellement croisées que on décide de s'intéresser qu'à un objet. Ça évite toutes les ambiguïtés. Donc on pose l'objet étudié, le ballon, et on regarde les interactions uniquement avec le ballon et pas de tous les objets qui pourraient se retrouver autour. Si tu as compris ce que nous venons de faire, eh bien il te reste à faire la même chose pour les autres cas, les trois autres cas, donc le parachutiste, la boule et le ballon. Donc je t'invite après, n'oublie pas, après avoir laissé une demi-page, à faire la même chose pour les quatre autres images. Donc première étape, je t'invite à recopier le diagramme interaction objet pour le ballon posé au sol. Et puis en dessous, dès que tu auras terminé, tu pourras réaliser les diagrammes interaction objet de tout le reste. Donc je t'invite d'abord à recopier ça, donc objet étudié, le ballon, pas l'image bien sûr, puisqu'on a laissé une demi-page et qu'on collera les images juste au-dessus, le diagramme interaction objet, mets la vidéo en pause, le temps qu'il faudra pour recopier, et réactive la lecture de la vidéo dès que tu auras terminé. Si tu vois à nouveau cette image, c'est que tu as terminé de recopier. Donc maintenant, à toi de jouer. On corrigera ensemble dans quelques minutes. Tu peux garder cette image sous les yeux pour t'aider. Et il te reste 3 diagrammes objet interaction à réaliser pour le parachutiste, un pour la boule et un pour le ballon, mais cette fois-ci qui n'est plus posé sur le sol. Hein, c'est une reprise de volée. On voit bien qu'il est en l'air, il ne touche pas le sol. Par contre, il est en contact avec le pied. Donc là encore, je t'invite à mettre cette vidéo en pause, le temps qu'il faudra, garder cette image sous les yeux et essayer tout seul de faire les diagrammes objet interaction dans les 3 cas demandés. Correction dès que tu remettras la vidéo en route. Eh bien, si tu vois cette image, c'est que tu as terminé ton travail, en tout cas je le souhaite. Alors, si ce n'est pas le cas, mets la vidéo en pause dès cette phrase terminée, parce que il ne faut pas tricher avec toi-même. Si tu n'as pas essayé de le faire, si tu regardes tout de suite la solution, tu ne mémoriseras pas les choses. On ne mémorise que les choses sur lesquelles on a travaillé, sur les choses sur lesquelles on s'est posé des questions. Donc, ne triche pas. Si tu ne l'as pas fait, ne recopie pas bêtement la correction. Essaye d'abord de le faire tout seul et dans la foulée seulement tu regarderas la correction. Voilà. Si le travail est fait, que tu as tes 3 diagrammes objet interaction, on peut maintenant regarder ensemble. Alors on a un parachutiste qui est en l'air, donc bon, déjà on sait qu'il n'y a pas d'interaction avec le sol, puisqu'il est dans les airs. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a une interaction qui est facile à ne pas oublier, puisqu'elle est toujours là, c'est l'interaction gravitationnelle qui se fait avec la Terre, donc on sait déjà qu'on aura une interaction avec la Terre. Et puis la deuxième, eh bien, si tu as déjà vu un parachutiste qui fait de la chute libre, on voit les joues qui flappent dans le vent, tout ça parce que l'air lui appuie dessus. D'ailleurs, on voit bien même sur les vêtements de celui-ci que l'air a une action sur les vêtements. Donc là, ce qui appuie sur le parachutiste pendant qu'il chute, ce n'est pas le sol, heureusement pour lui, mais c'est l'air.
Reste à déterminer si ces interactions sont de contact ou à distance. Donc plus de discussion pour l'interaction gravitationnelle, on a compris qu'elle était à distance. L'air, est-ce que l'air a besoin de toucher le parachutiste pour qu'il le ressente? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, lorsque tu marches dehors et qu'il y a du vent, ce vent que tu ressens, est-ce que l'air te touche pour que tu ressentes le vent? Et la réponse, là encore, est oui. L'air, c'est un déplacement de particules de dioxygène et d'azote, on reverra ça en classe de quatrième, et ce sont ces particules, ces molécules pour être précis, qui viennent en contact de ta peau que tu ressens. Donc c'est une action de contact dans ce cas-là. Troisième cas de figure, l'objet étudié est maintenant la boule. Alors, comme dans les deux cas précédents, ou plutôt pardon, comme dans les trois cas précédents, il y a une interaction qu'on n'oublie pas. La boule est forcément attirée par la Terre puisqu'elle est au voisinage direct de la Terre. Interaction à distance qu'on notera dans quelques secondes, interaction gravitationnelle. Ensuite, la boule subit une deuxième force. Alors cette fois-ci, elle n'est posée sur rien. Elle est retenue par l'athlète et elle est retenue par l'intermédiaire du câble. Donc, il y a aussi, bien sûr, le câble. L'interaction gravitationnelle avec la Terre se fait donc à distance, on va la représenter en un pointillé. Par contre, l'action avec le câble, on l'aura compris, est une action de contact. Tu as devant toi le minimum que j'attendais, mais certains y ont peut-être pensé, on peut aussi imaginer que la boule tournant relativement vite, comme le parachutiste qui tombe, a également une interaction avec l'air, puisque l'air forcément frotte sur la boule. Alors dans ce cas précis, avec une grande vitesse, on peut éventuellement aussi rajouter l'interaction de frottement, de contact entre l'air et la boule. Si vous n'y avez pas pensé, ce n'est pas grave du tout. Dans une évaluation, par exemple, j'aurais attendu à minima l'interaction gravitationnelle à distance avec la Terre, l'interaction de contact avec le câble, ou même si indirectement vous m'aviez écrit l'athlète, ceux qui ont écrit avec l'athlète, ça me va aussi, c'est juste. Et si vous pensez en plus à rajouter l'air, tant mieux, mais ce n'est pas un drame si vous n'y pensez pas. Enfin, et pour terminer, le dernier cas de figure, eh bien, l'objet étudié étant le ballon, mais cette fois-ci, il n'est plus posé à même le sol. Alors, comme jusqu'à présent, on continue interaction gravitationnelle avec la Terre, mais cette fois-ci, le contact ne se fait plus avec le sol, mais avec le pied. Donc, on a deux interactions. Une interaction à distance avec la Terre, l'interaction gravitationnelle, et une interaction de contact avec le pied. Bien sûr, je t'invite à corriger ce qui ne serait pas juste. Donc, je repasse très rapidement en revue les différents cas de figure que nous avons vus ensemble. Donc, le premier, le parachutiste. Voilà. Si tu ne l'as pas corrigé ou s'il y a une erreur, c'est le moment de faire une pause pour prendre le temps de corriger. Sinon, laisse défiler la vidéo et le cas suivant arrive pour la correction. Donc deuxième cas de figure, c'était la boule, et on avait parlé de deux interactions au moins avec la Terre et le câble, mais si on pensait à l'air, c'était bien aussi. Donc là encore, s'il y a un besoin de correction, eh bien, mets la vidéo en pause, prends le temps de corriger ton travail, et avance, laisse avancer la vidéo si tu n'as rien à corriger. Enfin, le dernier cas de figure, eh bien, le ballon, en l'air cette fois-ci, qui est en interaction à distance, interaction gravitationnelle avec la Terre, et interaction de contact avec le pied. Là encore, fais une petite pause s'il y a besoin de corriger. Alors, on va continuer un petit peu, et puisqu'on est toujours dans l'interaction gravitationnelle, j'aimerais vous poser une question qui n'est pas forcément si évidente que ça. Pourquoi l'astronaute Thomas Pesquet flotte-t-il dans l'espace? Alors, je vous laisse réfléchir quelques secondes, quitte à mettre encore une fois la vidéo en pause pour avoir le temps vous-même de réfléchir. Qu'est-ce qui fait que, vous voyez, hein, Thomas Pesquet, donc c'est le dernier Français à avoir rejoint la Station spatiale internationale. Je vous montrerai des images dans quelques secondes. Et je vous pose la question, tout le monde a déjà vu des images d'astronautes dans l'espace, ils flottent, pourquoi? Alors, j'imagine, malheureusement je ne peux pas entendre vos réponses, mais j'imagine que nombre d'entre vous se sont dit, bah, c'est normal, il est dans l'espace, il n'y a plus d'interaction gravitationnelle, donc il n'est plus attiré par la Terre, et donc il flotte. En réalité, ce n'est pas vrai.
ce n'est pas vrai, il est encore tout à fait attiré par la Terre et je vais vous donner pour ça quelques arguments. Je vous invite simplement à regarder la petite vidéo qui arrive, qui va suivre, et on en rediscute dans quelques secondes. S'aventurer hors de la Station spatiale internationale pour un astronaute, c'est faire face à des conditions extrêmes. Travailler à 450 km d'altitude et 28 000 km/h, la vitesse de rotation de la station. Là-haut, les astronautes font le tour de la Terre en 1h30, 45 minutes de jour et 45 de nuit. Température extérieure 120 degrés au soleil, moins 100 lorsque celui-ci est caché par la Terre. Et pour maintenir autour de l'astronaute une température constante et supportable, environ 20 degrés, cette mince combinaison blanche. Elle contient 3,8 litres d'eau qui alimente un système de refroidissement. Pour protéger ses mains, Thomas Pesquet porte aussi des gants chauffants. Ultime armure face aux dangers de l'espace, ce scaphandre de 140 kg. Impossible à enfiler seul. Il comporte une caméra et une radio pour être en contact permanent avec le sol. Une torche, des réserves d'eau et d'oxygène, le tout contrôlé grâce à un panneau de commande fixé au niveau de la poitrine. C'est vraiment un petit vaisseau spatial. C'est pas pratique du tout. On est serré, on est un peu écrasé, on a les mouvements limités. Donc il faut s'habituer. Pour reproduire les conditions du vide intersidéral, Thomas Pesquet s'est entraîné dans une piscine. En tout, plusieurs années d'intense préparation. Deux petites dernières questions, Jean-Pierre Agnoret. Vous auriez aimé être à sa place aujourd'hui? Je l'ai été, donc il faut faire place aux jeunes. Hein. Je suis très heureux que Thomas ait pu voler si tôt et avoir un si beau vol. En fait. Il va battre votre record? 209 jours passés. Je pense qu'il peut le battre puisqu'on prévoit son retour vers le 2 juin aujourd'hui. Donc normalement, il devrait le battre et les records sont faits pour être battus. Fait pour être battu. C'est un record français, hein, c'est pas un record international. Français. Merci à vous d'être venu nous rendre visite ce soir. Dans le reste de l'actu. Alors, est-ce qu'à l'issue de la vidéo que je viens de vous montrer, vous pensez toujours que l'astronaute et la navette dans laquelle il est d'ailleurs ne sont pas soumis à l'interaction gravitationnelle? Si vous avez bien écouté, je vais vous poser deux questions. Est-ce que vous vous souvenez de l'altitude à laquelle se trouve l'astronaute et la navette? Si vous vous souvenez, l'astronaute se trouve à 450 km d'altitude. Eh bien, je vous donne juste un chiffre. La Lune, elle, se trouve à 380 000 km de la Terre. Et pourtant, elle est encore dans le champ de gravitation de la Terre. Il y a encore une interaction entre la Terre et la Lune. La distance Terre-Lune est de 380 000 km. La navette, elle, ne se trouve qu'à 450 km. À l'échelle du dessin, elle est très très proche de la Terre. Donc évidemment qu'elle est encore attirée par la Terre. Et si on venait à la lâcher, elle tomberait sans vitesse initiale, elle viendrait s'écraser tout droit sur la Terre. Je vous illustrerai cela encore avec une petite vidéo dans une minute. Le deuxième argument, si vous avez écouté, on vous parle de la vitesse de rotation de la navette autour de la Terre. 28 000 km/h, c'est énorme. Mais si on parle de rotation, souvenez-vous, à quelles conditions un objet est-il en rotation autour d'un autre? Pour qu'un objet soit en rotation, il faut qu'il y ait une force qui le maintienne vers le centre de la trajectoire. Et cette force, c'est évidemment l'interaction gravitationnelle. Donc, l'astronaute est évidemment soumis à l'interaction gravitationnelle et devrait tomber tout droit sur la Terre. Alors pourquoi flotte-t-il? En réalité, il flotte parce qu'il est en impesanteur ou en microgravité. On va pouvoir utiliser les deux termes, c'est un petit peu particulier. Souvenez-vous de l'animation dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vous ai même montré tout à l'heure quand je vous ai expliqué pourquoi la Lune ne venait pas s'écraser sur la Terre. En réalité, la Lune chute en permanence. C'est comme si la Lune était en chute libre permanente vers la Terre, mais comme elle se décale parce qu'elle avance en même temps, elle ne touche jamais la Terre, elle tourne autour. Et bien, pour Thomas Pesquet et la navette dans laquelle il se trouve, c'est exactement la même chose. Quand il est sur la station internationale, on le voit flotter, mais en réalité, il est en chute libre vers la Terre. Mais comme la station se déplace en même temps, elle prend une trajectoire circulaire qui tourne exactement autour de la Terre. Mais pour lui, il faut comprendre qu'il est en chute libre. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo, un petit extrait de C'est pas sorcier qui va vous permettre de visualiser cela. Mais
pour bien comprendre les choses, et avant que je vous montre cette vidéo, imaginez, faites une petite expérience de l'esprit, fermez les yeux, imaginez-vous dans une cabine d'ascenseur, fermée, totalement fermée, aucun point de repère vers l'extérieur. Et imaginez que cette cabine d'ascenseur tombe en chute libre. Alors évidemment, elle ne s'écrasera pas par terre, on imagine qu'on a beaucoup de marge, elle tombe en chute libre. Et vous, vous êtes à l'intérieur, vous tombez en chute libre aussi, et donc exactement à la même vitesse que la cabine d'ascenseur. Donc vous êtes dans la cabine qui chute, vous ne ressentez pas d'air, rien, puisqu'il y a la cabine qui vous protège, et elle tombe à la même vitesse que vous. Qu'est-ce que vous auriez comme sensation à l'intérieur? Qu'est-ce que vous vivriez comme expérience? Eh bien, vous vivriez exactement la même expérience que l'astronaute. C'est-à-dire que vous n'auriez aucune raison d'être attiré plus vers le bas ou vers le haut de votre ascenseur, de votre cabine d'ascenseur. Vous auriez l'impression de flotter à l'intérieur. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour un astronaute qui est dans la station spatiale internationale. Si on hissait un vaisseau dans l'espace et qu'on le lâchait, il finirait par retomber sur Terre. Alors pour qu'il reste là-haut, on va lui donner une impulsion, une vitesse pour compenser l'attraction de la Terre. Schématiquement, tout se passe comme si le vaisseau partait dans cette direction et qu'en même temps, il était attiré par la Terre. Et comme la Terre est ronde, eh bien le vaisseau reste en permanence à la même distance du sol. Il tombe donc en permanence autour de la Terre. Quant au flottement, il est dû au fait que dans l'espace, là où il y a le vide, les corps, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse. Le vaisseau tombe, les astronautes tombent à la même vitesse, ils ne peuvent pas prendre appui sur le vaisseau puisque celui-ci tombe. Tout le monde est en impesanteur et tout le monde flotte. Dernière question pour cette première partie de cette grosse séquence, et je suis sûr que tu trouveras la réponse très rapidement et très facilement. Que deviendrait finalement la Lune, que ferait la Lune si la Terre venait à disparaître? C'est-à-dire s'il n'y avait plus de Terre, que ferait la Lune? Eh bien, pour répondre rapidement, on va revenir à l'animation de tout à l'heure. On va regarder la même animation, on va s'occuper juste du système Terre-Lune, et on regarde ce que fait la Lune pour l'instant autour de la Terre, et je vais simplement prendre la Terre et l'enlever. Eh bien, regardez ce que fait la Lune, elle part tout simplement en ligne droite. Forcément, s'il n'y a plus de Terre, il n'y a plus d'interaction gravitationnelle, plus de force qui retient la Lune, et donc obligatoirement, elle partira avec un mouvement rectiligne uniforme. Et bien, c'est ce que vous allez noter pour terminer le travail de cette semaine dans votre cahier. Le titre a souligné: que ferait la Lune si la Terre disparaissait? Et en rouge, la réponse: si la Terre disparaissait, la Lune aurait une trajectoire rectiligne. Avec cette première partie, on a vu le plus gros, je dirais même le plus difficile. La suite, la semaine prochaine, avec quelques exercices pour appliquer tout cela. Pour cette semaine, je pense que la vision ou le visionnage de cette vidéo sera un travail suffisant. Essayer d'assimiler les choses, d'apprendre les choses. On fera une rapide vidéo qui durera probablement 10-15 minutes, pas plus, pour terminer cette séquence, quelques exercices d'application, et on verra comment planifier éventuellement un devoir, soit par Moodle, soit en présentiel, si on a la chance d'un retour pas trop tardif au collège. Bonne semaine à tous!